Emmanuelle Cos, bonjour. Bonjour. Ministre du Logement et de l'Habitat durable. Alors, vous avez sorti il y a quelques jours les chiffres de la construction en France. Ça va plutôt mieux. Hausse des permis de construire, hausse des mises en chantier, plus 7% sur un an pour la construction, mais on est encore loin de l'objectif initial des 500 000 logements par an promis par François Hollande. La rénovation est un peu à la traîne. Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement pour que cette reprise soit totale et pérenne? Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que la reprise, elle est là. Il y a eu des frémissements plusieurs trimestres. Là, maintenant, on est dans une augmentation réelle. Et maintenant, il faut que ça dure, évidemment, dans les trimestres à venir. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle. On a sur l'année, en fait, on aura mis en chantier quasiment 390 000 logements. Donc, certes, ce ne sont pas l'objectif des 500 000, qui était l'objectif théorique qui était porté en 2012 par un grand nombre... Promesse de campagne. Promesse de campagne, mais aussi porté par le monde du logement, il faut le redire. C'était vraiment un objectif martelé par tout le monde, de la Fondation Abbé Pierre à la Fédération française du bâtiment, pour dire notre pays, maintenant, doit sortir de cette impasse du manque de logement, du logement trop cher. Ça, c'était une erreur ou c'était symbolique? Non, je crois que ce n'était pas une erreur. Je pense que c'est important de mettre des objectifs aussi fort. Après, il faut que surtout l'activité économique suive. On a eu une crise qui était en fait déjà là avant 2012, qui a perduré, un ralentissement au moment des municipales avec des permis de construire qui ont été enlisés. Maintenant, ça repart. Ça repart, vous l'avez dit, dans tous les secteurs. Maisons individuelles, logements collectifs, logements sociaux, bâtiments publics, on est encore un peu à la traîne. Et puis la rénovation, qui est en fait un enjeu majeur de l'activité économique sur le logement, qui n'est pas encore tout à fait au niveau où nous le souhaiterions. Et donc, que faire ? Eh bien, continuer à aider les ménages. Alors, d'une part, à leur dire qu'à chaque fois qu'on rénove son logement, on améliore la qualité de son patrimoine et on baisse sa facture d'énergie, donc c'est déjà une chose importante. Il y a des crédits d'impôt aujourd'hui qui existent, notamment le CITE, qui permet de faire ces travaux. Donc l'État vous aide à faire ces travaux. Et puis on a augmenté les aides pour les ménages les très modestes. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est des ménages, par exemple, propriétaires d'une maison en lotissement, des gens qui sont en fin de vie active, qui ont eu des petits salaires et qui sont propriétaires et qui ont des maisons qui sont extrêmement énergivores. J'ai visité il y a peu de temps dans l'Eure des propriétaires qui dépensaient 3 000 € de facture d'énergie par an, ce qui est colossal. On les aide. Ils ont des subventions grâce au programme Habiter mieux de l'ANA, et qui en fait permet de faire ces travaux avec eux et donc d'avoir un gain énergétique énorme et d'avoir de l'activité économique. Et donc là-dessus, une de mes priorités aujourd'hui, au-delà de la délivrance plus rapide de permis de construire, d'augmenter la production de logements, c'est de rénover tous ces logements que nous avons devant nous et qui en fait sont aussi une clé quand même de la question du logement. Avec un objectif chiffré là? Alors on avait un objectif qui était d'avoir un objectif sur le logement social, sur le logement privé, d'arriver à rénover en plus de 3 ans 500 000 logements. Aujourd'hui, on a eu des hauts et des bas, donc on est en train justement de regarder ça. On va annoncer très prochainement des nouvelles aides pour le logement social pour réhabiliter plus. Ségolène Royal a annoncé la prolongation du crédit d'impôt transition énergétique pour les logements privés. Et puis, nous allons poursuivre, y compris dans la loi de finances 2017, à aider à la rénovation des logements, parce que je le redis, quand on rénove un logement, vous améliorez votre confort de vie, vous baissez votre facture, mais surtout, c'est une entreprise locale qui fait vos travaux, une entreprise qui est labellisée. Donc, vous faites marcher en plus l'activité économique de votre territoire et il me semble que dans la période, c'est extrêmement important. Et sur cette relance de la construction, ça passe aussi par la mobilisation du foncier privé qui est encore très cher, trop cher. On a en effet un foncier qui a été très cher. Il se trouve que quand je suis arrivée dans mes fonctions, c'était la semaine où on m'a remis plusieurs rapports sur justement la mobilisation du foncier privé. Un pour Dominique Figeac, qui est un des spécialistes sur la question, un par Daniel Goldberg, qui est député. Et aujourd'hui, nous avons une mobilisation plus forte sur le foncier. Alors d'une part, je suis en train de doter tous les territoires du pays d'établissements publics fonciers pour justement saisir du foncier privé et pas simplement du foncier public, pour le compte des mairies, pour le compte des promoteurs. Nous sommes en train de travailler sur la transparence des données foncières, parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'il y a plus de transparence, les prix se régulent, et donc de continuer cela. Et puis ensuite, il y a en effet une question de travailler maintenant à saisir mieux du foncier. Alors après, on a quand même des difficultés en France. D'une part, il ne faut pas construire n'importe où. Il ne faut pas aller à la facilité. On ne va pas construire sur du foncier, par exemple, agricole ou d'espace vert. On a un autre sujet, c'est qu'on a beaucoup de foncier libre aujourd'hui, mais qui est extrêmement pollué, qui est le foncier en fait, que nous héritons de nos aires industrielles. Et donc, demain, construire
par exemple dans la métropole francilienne, mais construire dans toutes les métropoles où il y a eu de l'activité industrielle ancienne, ça veut dire dépolluer des terrains, retravailler sur des zones qui étaient avant plutôt industrielles. Et donc, ça va demander un peu de temps. Mais on a du foncier. Il y en a en France. Il faut que maintenant, on ait des outils de régulation qui nous permettent de l'acheter à un prix moins cher. Alors, vous le disiez justement, pour construire des logements privés, on a besoin aussi des investisseurs privés. Et le dispositif Pinel, donc c'est un succès, ça marche, il va être prolongé, reconduit. L'un des objectifs à la base, c'était de construire là où sont véritablement les besoins et pas n'importe où. Et beaucoup de communes de moins de 50 000 habitants ont obtenu l'agrément préfectoral, pression politique, pour être justement éligible au Pinel et passer de la zone C à la zone B2. En fait, on est passé de 567 à 838 agréments en moins de 2 ans. Est-ce que là, on ne va pas se retrouver dans une situation à la Saint-Gaudens que vous décriviez? Est-ce qu'il n'y a pas des petites bombes à retardement aussi, là, pour les investisseurs? Vous avez raison que par le passé, il y a eu des investissements locatifs qui ont été faits dans le gouvernement, dans le quinquennat précédent, qui ont amené, par exemple, à construire des logements, vous l'avez dit, à Saint-Gaudens, où il y a aujourd'hui des logements vides, parce qu'il n'y a pas de demande locative. Donc le dispositif Pinel, qui permet donc d'aider des investisseurs qui vont donc louer leur logement, y compris peuvent le louer à leurs proches, et c'est ça qui fait aussi le succès de ce dispositif, c'est que de fait on peut investir pour un de ses proches. Aujourd'hui, il est quand même zoné dans plusieurs zones, et en effet, on peut avoir des dérogations qui sont quand même regardées, je peux vous le dire, extrêmement précisément, pas simplement par le préfet et on va dire au niveau local. Il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes et il y a eu beaucoup de refus. Je peux vous le dire, il y a beaucoup de refus. Et d'ailleurs, je suis suffisamment accueillie parfois par des territoires qui le refusent énormément. Parce que justement, à chaque fois, nous regardons s'il y a une demande locative sur le territoire. Pourquoi? Parce que si l'investisseur n'arrive pas à louer son bien, il n'a pas l'avantage fiscal que nous lui avons promis. Et donc tout s'écroule. Et c'est ce qui se passe à Saint-Gaudens aujourd'hui. On a des propriétaires qui sont endettés, durablement endettés, parce qu'en fait, ils ont investi pour un bien qu'ils n'arrivent pas à louer. Donc, ils n'ont pas l'avantage fiscal. Donc, en fait, ils n'ont pas les moyens de payer le bien qu'ils ont acheté. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même regardé les choses très fortement. Donc, pour vous, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de danger, justement, avec le Pinel dans certaines communes. Mais je peux vous dire qu'on l'a regardé très précisément. Mais il faut aussi voir que même dans un marché, on va dire, détendu, en tout cas où il n'y a pas une pression de la demande de logement très forte, il y a une demande pour du parc privé abordable. Et je pense aussi qu'il faut faire très attention, moi je le dis sans cesse aux promoteurs, dans les programmes que vous vendez, ne vendez pas un programme qui est trop cher par rapport au marché de votre territoire, sinon ça ne sert à rien, tout le monde est perdant. Et c'est vrai qu'il faut absolument apprendre des erreurs du passé et avoir des dispositifs fiscaux qui sont utiles pour la demande de logement globalement et qui ne créent pas ces choses objectivement très compliquées qu'on a aujourd'hui à gérer avec Saint-Gaudens. On se rappelle des Robiens de la colère, reportage envoyé spécial justement, donc il n'y aura pas de Pinel de la colère ou d'autres choses. Il n'y aura pas de Pinel de la colère, mais je peux vous dire que je regarde ça très précisément. Bercy aussi regarde ça très précisément. L'État donne un avantage fiscal qui n'est pas faible. Et donc cet avantage fiscal, il faut quand même se rendre compte qu'il faut qu'aussi l'État regarde au niveau des finances publiques si cet avantage est utile pour l'intérêt général.